Bonjour, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. On va parler inflation. Donc c'est, on va dire, le triptyque une certaine série où on a pris les différents éléments. On avait parlé notamment des taux longs et l'inflation, donc on peut également le lier à cela. Donc on va parler de l'inflation et c'est toujours la même chose, hein. Donc depuis qu'on fait du quantitative easing, depuis que les banques centrales justement font ce quantitative easing depuis 2010, on a les plus grands économistes, notamment aussi des prix Nobel, euh, qui nous ont annoncé l'hyperinflation. Il n'en a rien été, on n'a pas vu l'ombre d'une inflation pendant toutes ces années. Et maintenant qu'on est en train d'arriver sur l'après-crise Covid, eh bien, la même chose, tous les experts s'entendent à nous dire et nous promettent donc l'inflation, mais même pire que ça, l'hyperinflation. Donc il faut bien décorer les deux choses, c'est qu'on a eu une inflation pendant toutes ces années-là, ça a été une inflation sur les actifs immobiliers, les actifs boursiers. Donc là, on a eu une inflation des prix en effet. Mais au niveau des prix du consommateur, du consommable, on n'a pas eu d'inflation. Alors ce qu'il faut se dire quand même, c'est que par définition, le monde et le progrès technique en soi est déflationniste. C'est-à-dire que si on devait rester dans une logique pure, le monde, et au fur et à mesure où il évolue, au fur et à mesure où les techniques évoluent, on est capable de produire mieux pour moins cher. Et donc, par définition, on est dans un monde déflationniste. Mais du coup, ça, le monde déflationniste dans un monde qui est rempli de dettes, bien entendu, vous comprenez bien que ce n'est pas compatible avec ce que peut vouloir un gouvernement et même ce que peut vouloir également une société endettée. Donc regardez l'inflation et donc par extension les taux longs dont on a déjà parlé, c'est potentiellement aussi regarder la pression qu'il peut y avoir sur le marché obligataire, que ce soit le marché obligataire étatique, donc avec les OAT, ou que ce soit le marché obligataire surtout des entreprises. Alors, on ne va pas parler de crack obligataire si jamais il y a un petit peu d'inflation, etc., et que les taux longs remontent, tout ce que vous voulez. On va parler d'une pressurisation, une pressurisation qui est déjà existante, puisque de plus en plus, on voit avec les années que les assureurs, et donc c'est là où on peut parler de l'assurance vie également, ils ont de plus en plus de nouvelles actions et de nouvelles obligations, lapsus, et ces nouvelles obligations rémunèrent de moins en moins. Donc du coup, ces placements-là rémunèrent de moins en moins, donc en de moins en moins d'attrait. Donc si on se projette, bien entendu, on aurait tendance à se dire que dans l'avenir, ce n'est pas trop une bonne idée que d'avoir des investissements en obligations, bien entendu. Et bien que au jour J, actuellement, on va faire plutôt de la plus-value. Donc on va acheter d'obligataires parce que comme les taux continuent de baisser encore à ce stade-là, et on a une vision encore qui continueront de baisser potentiellement même, qu'ils iront au territoire négatif pour les US, en Europe c'est déjà le cas. Là, vous pouvez avoir une plus-value puisque, je vous rappelle, bien entendu, que plus les taux baissent, plus le prix des obligations monte, évidemment, puisque vous êtes mieux rémunéré pour des actions, pour des obligations anciennes que pour des obligations nouvelles. Donc, les obligations anciennes, évidemment, leur prix monte. C'est logique. Et à contrario, si justement vous deviez avoir une remontée de ces taux-là, vous aurez une baisse de l'obligataire, du prix de l'obligataire. Donc actuellement, détenir des obligations, en tout cas si on a en portefeuille encore des obligations qui ont ne serait-ce que 2-3 ans, ce n'est pas vraiment pour le rendement, on retrouve un rendement supérieur sur les actions et c'est bien pour ça aussi que les actions sont privilégiées actuellement par tout le cash. Et ce qui va vraiment nous intéresser, donc, c'est que si on a ce retour de l'inflation, qu'est-ce que ça veut vraiment pour dire? Ça veut dire, en effet, que remontée des taux et inflation, ça ne va pas nous intéresser sur obligataire, même ça peut mettre une grosse pression sur le prix de ces obligations-là, même si, du coup, les nouvelles obligations qui seront créées au fur et à mesure auront des taux supplémentaires. Mais là, voilà, on marche en mode équilibriste, vous l'avez bien compris. C'est qu'on veut en même temps un monde qui crée de l'inflation parce que ça résorbe une partie de la dette d'une manière automatique. C'est bien pour le ratio PIB-dette. On veut également garder une inflation quand même sous contrôle puisqu'on veut aussi éviter de devoir payer des rendements trop élevés dans le futur si les taux longs évidemment venaient aussi à emboîter le pas. Et parce que tout simplement le poids de cette dette et donc le prix que l'on paierait aurait un impact négatif derrière. Il y aurait beaucoup de sociétés qui déjà aujourd'hui ont du mal à survivre, qui clairement dans ces dispositions-là ne pourraient pas survivre. Donc on comprend bien le jeu d'équilibriste auquel on va se livrer dans les prochaines années.
et l'importance des décisions des banques centrales de relever, de garder les taux bas, les taux courts on parle, hein, donc il faut bien faire la différence entre les taux courts et les taux longs, mais l'autre vidéo je l'ai expliqué, et donc de conserver les taux suffisamment bas, suffisamment longtemps, mais pas trop, et les relever derrière lorsque l'inflation va commencer à revenir, mais les relever et pas trop tarder pour éviter quand même que l'inflation ne remonte trop rapidement, trop fortement. Parce que quelque part, l'idée finalement, c'est pas que les taux remontent ou que l'inflation remonte. Ce qui est plus important, c'est la vitesse à laquelle ça va remonter et quels sont les niveaux qui seront atteints. C'est ça qui peut créer un préjudice sur les marchés. Donc dans cet état d'esprit-là, à aujourd'hui, clairement, on n'a pas d'augmentation des salaires, mais un autre type d'inflation que l'on va retrouver, c'est les aides gouvernementales. D'ailleurs, un point pour moi qui est plus inquiétant que finalement toutes ces données économiques, et savoir si l'inflation va remonter, si les taux longs vont remonter, etc. Parce qu'on a toujours une solution, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos. Si jamais on a les taux longs qui remontent, l'inflation qui remonte, bon, ben, on va se remettre à acheter on va conserver un biais action, mais on va changer de secteur. On ne va plus acheter des actions de croissance, puisque leur croissance future sera grignotée par l'augmentation des taux et par l'inflation, et donc on aura plus de mal à se projeter et à payer cher des profits futurs qui finalement vaudront moins cher plus on avance dans le futur. À aujourd'hui, c'est le contraire, puisque plus les taux sont bas et plus on va du coup, on va dire, survaloriser quelque part les profits futurs. Et donc c'est pour ça que ces valeurs de croissance ont encore pour l'instant une bonne tenue. Mais si on change justement, au moins on a une capacité, nous en tant qu'investisseurs, d'aller chercher de la value, d'aller chercher des actifs réels, d'aller chercher des choses justement qui ne souffriront pas de l'inflation, d'aller chercher des matières premières également. En plus, quand on regarde on a toujours, l'Asie est en train de continuer sa mondialisation, on l'a vu notamment avec leurs traités qu'ils viennent de lancer, donc ils sont en train de faire, eux, de continuer d'être beaucoup plus libéral, contrairement à l'Europe et aux US où on sent un peu plus de protectionnisme. Le fait également de partir dans de l'investissement pour l'industrie renouvelable, c'est très bien en soi, mais ça va aussi également mettre sur le devant de la scène une énergie et un retour sur investissement qui demandera des prix plus importants. Donc on peut également avoir une inflation de cette manière-là également, c'est que on a du protectionnisme, on revient à de l'industrie made in France ou ce que vous voulez, mais l'idée c'est que forcément donc on aura des produits qui sortiront de là qui seront plus chers. Est-ce que le consommateur sera prêt à payer plus cher? Oui, c'est une question, mais l'idée première c'est qu'on aura donc cette augmentation des prix-là. Et également donc, comme on l'a vu, si on commence à remplacer une énergie par une autre, on a quand même besoin de métaux, on a quand même besoin de cuivre, on a besoin d'argent, on a besoin de cobalt, on a besoin de terres rares, tout ce qui est 5G, tout ce qui est progrès technique, tout ce qui est énergie renouvelable. Très bien, on réduit peut-être et on réduira peut-être, parce que j'avais fait une autre vidéo sur le pétrole notamment où je vous disais que c'est peut-être pas demain la veille, mais si on se projette, on réduira peut-être la consommation d'une énergie fossile, mais pour augmenter notre consommation de différents métaux. Et ces différents métaux-là aussi, ils coûtent de plus en plus cher, notamment si on regarde le cuivre, etc. On a aujourd'hui pas mal de stocks, on a aujourd'hui pas mal de mines, mais ça coûte de plus en plus cher pour trouver justement de nouvelles mines et pour exploiter de nouvelles mines. Donc là aussi, ça voudra dire que vous aurez un ajustement à un moment donné, et si on parle inflation, remontée des taux, etc., on va avoir un ajustement aussi au niveau du prix des matières premières. On peut tirer la pelote jusqu'au bout avec le prix des matières premières agricoles, et là on peut faire le lien également avec l'augmentation des prix donc de la nourriture, et donc ça aussi, ça peut impacter l'inflation. Donc vous voyez, également au-delà post-crise du Covid, on peut se dire qu'on a beaucoup de sociétés qui auront fait faillite, qui vont continuer de faire faillite, parce que sans les aides gouvernementales, elles auront certainement du mal. Si la consommation ne redémarre pas, et tout ce château de cartes de toute façon est lié au redémarrage de la consommation, et c'est pour ça qu'on met autant d'argent sur la table, c'est parce que la seule façon de s'en sortir, c'est d'une part d'avoir un petit peu d'inflation, mais que ça reste contrôlable pour résorber une partie de la dette de manière automatique, et d'autre part d'avoir un retour très rapide de la consommation, et ça aussi, ça va permettre également de réduire la part de la dette par rapport au PIB, et ça évitera potentiellement que les agences de notation
à un moment donné se réveille. Pour l'instant, elles ne sont pas réveillées, mais elles commencent à dégrader les niveaux de dette et que ça aussi, ça commence à mettre un niveau de tension également sur l'obligataire. Mais du coup, c'est bien ça qu'il faut se dire. Si vous avez des sociétés qui font faillite, etc., vous avez une balance de l'offre et de la demande, un déséquilibre également. C'est-à-dire que vous allez avoir tout de suite moins d'offres, il y aura moins de produits. Donc vous allez avoir des entreprises avec des positions un petit peu plus dominantes qui vont en profiter pour augmenter leur prix. Si les matières premières augmentent également, elles vont en profiter pour faire payer le client, pour augmenter également leur prix final. Donc on peut avoir une inflation créée sans pour autant avoir une reprise économique, sans pour autant avoir comme je l'ai dit, des augmentations de salaire et du soutien du gouvernement. On peut avoir un retour de l'inflation par une augmentation des matières premières et par un déficit de l'offre, une réduction de l'offre par rapport à la demande. Puisque même si on est en crise, il y a quand même une forte demande. Je rappelle que la démographie mondiale est en hausse et que donc on a toujours besoin de plus d'acier, on a toujours besoin de plus d'énergie, on a toujours besoin de plus de différents métaux, cuivre, etc. Qui plus est si on commence à vouloir aller trop vite en besogne et tout de suite, avant qu'on ait suffisamment de progrès technique, rentrer dans ce genre d'investissement. Donc vous avez bien compris que l'idée de se dire on n'a aujourd'hui pas d'inflation ou très peu d'inflation et on parle plutôt dans un monde déflationniste à ce stade-là, à l'avenir, même sans reprise économique, parce que l'idée première qu'on pourrait se dire, c'est que l'inflation, c'est pas si mauvais que ça si vous avez de la croissance économique à côté, ce qui est vrai. Mais ce qu'on pourrait avoir, c'est pas de croissance et pour autant de l'inflation pour les raisons que je viens de vous mentionner. Pour autant, donc du coup, en tant qu'investisseur, moi, ça ne va pas trop me gêner parce que je vais aller chercher justement d'acheter des matières premières, à acheter des mines. Je vais essayer d'aller acheter des entreprises qui ont un pricing power, donc la capacité déjà d'avoir des actifs réels, donc avec une inflation et avec des taux qui remontent, donc pas énormément de dettes, mais avoir cette capacité également de pouvoir avoir ces actifs qui prennent de la valeur grâce à l'inflation et qui sont capables donc de répercuter l'augmentation des prix de leurs matières premières sur le consommateur final sans pour autant résorber leur chiffre d'affaires et leurs ventes. Et donc ça, voilà, ça je sais faire, on sait se préparer, on a déjà préparé les listes, etc. On a déjà une vision là-dessus. Ce qui m'intéresse plus maintenant, c'est de savoir les gouvernements qui sont en train d'aider, les banques centrales qui sont en train d'aider, etc. Vous savez, la problématique, c'est toujours la même chose, c'est que si vous avez des aides qui durent trop longtemps, vous avez tendance à les prendre pour acquis. Et là, la problématique, du coup, et on l'avait vu déjà dès 2018, dès qu'on avait commencé un petit peu à remonter les taux aux US, patatri patata, on avait refait marche arrière, c'est-à-dire, en gros, l'économie, depuis la crise des subprimes, était dans l'incapacité de pouvoir s'auto-gérer, s'auto-soutenir sans l'aide des banques centrales et sans la capacité des banques centrales de conserver des taux quand même bas. Et donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est de se dire, ok, très bien, les taux bas, les aides gouvernementales, les stimulus, c'est très bien tout ça. Et ça va nous permettre certainement de survivre, de relancer de la croissance, etc. et de s'en sortir. Mais dans un an, dans 2 ans, si on ne retire pas ces aides, si on ne retire pas les stimulus, si on ne remonte pas les taux suffisamment vite, au-delà de remonter des taux longs, des tensions qu'on peut avoir de l'inflation, etc., c'est également sur le fait qu'on va habituer les gens, habituer les investisseurs, habituer les entrepreneurs à de l'argent facile, à finalement investir dans des projets peu rentables, puisque tant que vous n'avez pas, tant que les taux sont bas, vous pouvez investir juste un petit peu au-dessus de ce que vous empruntez, mais il n'y a pas besoin d'avoir des projets super rentables. Donc on va bloquer du capital dans des projets qui ne sont pas rentables et potentiellement un capital qui pourrait être mieux investi. Donc on n'est pas en train d'enseigner finalement la leçon quelque part. C'est comme si on vous disait que voilà, vous pouvez prendre vos paris et si vous perdez, on va vous renflouer de toute manière. Donc ça, vous allez continuer à prendre vos paris, ça ne va pas vous inciter à être beaucoup plus studieux et à essayer d'aller chercher et investir votre argent dans des projets qui sont beaucoup plus rentables que juste un taux, un poil au-dessus du taux sans risque. Donc ça, c'est ce qui me gêne quelque part, c'est de me poser la question, je n'ai pas la réponse, et vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est de me dire comment on va faire pour retirer toutes ces aides à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on le sentira certainement. Dès qu'on va commencer à vouloir retirer, est-ce qu'on ne va pas enchaîner des faillites?
Est-ce que du coup un paquet de personnes, de consommateurs aujourd'hui qui sont aidés ne vont pas terminer au RSA et ça sera autant moins de consommation que l'on aura dans le futur et donc ce qui va gripper également le cycle et la roue. Donc on a tous ces éléments-là qui sont pour moi des éléments beaucoup plus importants que de s'inquiéter pour une remontée des taux longs. Bien sûr, ça peut avoir un impact sur les marchés, mais on a en tant qu'investisseur toujours des solutions, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, rentrer dans un monde et quelque part le revenu universel, je pense qu'on n'en est pas très loin aujourd'hui. Donc voilà, le risque quelque part, c'est finalement qu'on aide en aide et on ne puisse pas retirer ces aides-là et donc on prouve que l'économie n'est pas soutenable par elle-même finalement. Et donc c'est là où on est dans l'engrenage. Alors bien entendu, les banques centrales, pour moi, ont encore beaucoup de cartouches et les bilans, quelque part, quelle est la limite du bilan des banques centrales? C'est juste une question de confiance derrière. Donc ça, c'est un autre sujet et potentiellement une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de tout cela, quelles sont éventuellement dans un monde demain inflationniste, quelles sont les choses qui vont vous intéresser, dans quoi vous allez investir. N'hésitez pas à le partager en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à la vidéo, à la partager également et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine vidéo, je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Salut les grasses!